Bonjour à tous, bienvenue dans Top Vélo, l'émission où on fait des classements en tout genre, liés à l'histoire ou au présent du cyclisme. Aujourd'hui, vous allez entendre ma voix enrouée et malade, une fois n'est pas coutume. On va revisiter ensemble les meilleurs moments de la saison 2025. Donc cet épisode est sponsorisé, c'est une collaboration commerciale avec l'Office du tourisme de Slovénie. Évidemment, c'est une plaisanterie, mais la bonne question quand même qu'on va se poser, c'est combien de spots de ce classement peuvent être occupés par un certain Slovène ? Et là, il y a quand même discussion. Alors comme toujours, petit disclaimer avant de commencer, c'est évidemment un top subjectif, la subjectivité est le maître mot de cette émission de toute manière, donc évidemment cela n'engage que moi, j'ai surtout cherché un prétexte pour revoir ensemble les meilleurs moments de la saison passée, revivre un petit peu les grandes émotions de l'année qui s'est écoulée, et donc je vais mélanger tout un tas de choses, qu'il est parfois difficile d'interpréter comme étant supérieur ou inférieur à un autre. Donc, ne prenez pas cela pour argent comptant, bien entendu. Alors, je vais parler un petit peu des critères que je me suis fixés pour établir ce top. D'abord, évidemment, le premier critère, c'est quand même la performance. Quelles sont les performances les plus impressionnantes de la saison ? Je prends en compte, je ne l'ai pas précisé, mais je prends en compte les hommes et les femmes. Donc, on va revisiter l'ensemble de la saison. Également, au-delà de la performance, on va prendre en compte les émotions générées. Ça, c'est très subjectif, évidemment. Et puis, quand on est français, peut-être qu'on est un peu plus ému par certaines choses que par d'autres. Mais j'ai quand même essayé de prendre en compte, évidemment, l'universalité de l'émotion. Donc, rassurez-vous, on est loin d'avoir que des moments français dans ce top. En réalité, je pense même qu'il n'y en a qu'un, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, j'ai essayé d'être neutre quand même de ce point de vue-là. Évidemment, on prendra en compte le contexte. Alors, vous allez voir que dans le top, il y a certaines victoires ou certains moments qui peuvent paraître un peu banals du point de vue de la performance, mais qui, remis dans le contexte de la carrière de tel ou tel coureur ou de telle ou telle coureuse, devient soudain quelque chose qui a un beaucoup plus grand retentissement. Donc, le contexte à prendre en compte, et puis évidemment quand même le prestige de l'épreuve. J'ai pas intégré dans mon top 10 des victoires sur l'Ardèche classique. Voilà, j'ai essayé de quand même garder des focus sur des épreuves prestigieuses que la plupart d'entre nous avons regardées en direct ou au moins en replay si on n'avait pas le temps. Donc, on va revisiter tout ça avec ces critères que je me suis fixés et je vois pas de raison d'attendre plus longtemps avant d'attaquer par la 10e place. 10e place, des doubles vainqueurs d'étape sur le Tour de France. Oui, on va parler de gens qui bégayent, qui aiment répéter la même chose et notamment qui aiment répéter leur victoire. Puisque cette année, on a eu plusieurs doubles vainqueurs d'étape sur le Tour de France. Je parle du Tour de France masculin et féminin. Donc c'est une double mention, c'est un peu un gloubi-boulga pour récompenser deux coureurs, un homme et une femme, qui ont remporté deux étapes d'une manière spectaculaire, d'une manière prestigieuse, et qui ont pour moi marqué le Tour de France 2025. Il faut bien commencer par quelqu'un, donc je commencerai par Thymen Arensman, qui, dans son contexte, avait beaucoup de choses à prouver en 2025. C'était quelqu'un qu'on avait annoncé comme un jeune prodige pendant longtemps, dont la hype était quand même pas mal redescendue ces, on va dire, 2 dernières saisons, qui était là, inscrit au Tour de France, on va dire, dans un rôle plutôt d'équipier, qui devait pas non plus jouer un rôle majeur, et qui a un petit peu inversé la tendance au cours de ce Tour de France. Donc, contexte important pour Arensman. Et l'autre coureuse dont je vais parler, c'est Maeva Skiban, qui est, elle, également un jeune talent, puisqu'elle a 23 ans uniquement. Elle vient de signer à la UAE pour l'année 2025, donc elle venait de déménager de la Arkea, donc changement de dimension quand même. Elle était en plein apprentissage, on peut dire qu'elle était sans complexe dans son approche, elle n'avait pas spécialement, je pense, des ambitions démesurées pour le Tour de France, même si, du coup, elle s'était déjà faite remarquer sur Liège-Bastogne-Liège avec un long moment d'échappée solitaire, donc elle avait déjà montré qu'elle avait du niveau sur cette année 2025. Donc, on était à l'approche du Tour de France 2025, et ces deux coureurs et coureuses, avec des profils très différents pour le coup, et des attentes différentes vis-à-vis de ce Tour de France. Arensman, il arrive à remporter les deux étapes, quasiment, on pourrait dire les étapes reines du Tour de France,
en solitaire, les 2 fois. La première à Super Bannière de Luchon, c'était la 14e étape, et la deuxième à La Plagne, la 19e étape. Donc 2 super étapes de montagne avec multiples ascensions. À chaque fois, il termine seul devant tous les meilleurs, en particulier la deuxième c'était chaud, hein, La Plagne, Vingegaard qui revient à 2 secondes, ça s'est vraiment joué à que dalle, mais à chaque fois il a vraiment résisté aux meilleurs. Alors évidemment lui il ne jouait pas le classement général, donc ça le libérait d'un poids sur d'autres étapes, c'est clair, je suis pas en train de le comparer à Pogačar bien sûr, mais à chaque fois il s'est imposé devant les tout meilleurs, en étant parti tout seul, et vraiment en costaud. On a longtemps même cru qu'il pouvait potentiellement avoir le maillot à poids de meilleur grimpeur. Bon, qu'il a pas eu au final, hein, il était même pas sur le podium, mais voilà. 2 superbes victoires d'étape, rien à dire, des moments forts, parce que c'est des étapes que tout le monde a regardées, étant donné le parcours. Hein. Donc, il a marqué le Tour de France de son empreinte, et on peut dire la même chose pour Maëva Skiban, qui a fait grosso modo l'équivalent féminin de ce que Timène Arensman a fait, puisqu'elle a remporté 2 des plus belles étapes sur le Tour de France féminin. La première à Ambert sur l'étape 6, étape du Massif central, ô combien casse-pattes, on sait, hein, jamais à un bout de plat, des étapes difficiles, avec plusieurs cols à passer. Elle profite sur cette étape-là du marquage entre les différentes favorites, mais quand même, voilà, elle gagne en solitaire, un peu incrédule hein, dans sa victoire. Elle se demandait comment ça se faisait qu'elle avait gagné, mais ouais, la fille a du talent, et voilà, peut-être qu'elle s'en rend pas toujours compte, mais c'est clair qu'elle a un talent fou. Et rebelote le lendemain, c'est limite... Bon, je vais pas dire que c'est encore plus spectaculaire qu'Arensman, ce serait quand même lui manquer de respect, mais elle refait la même chose le lendemain, hein, sur l'étape 7, direction Chambéry, 136 km d'échappée, de nouveau une victoire en solitaire, et ben c'est la consécration, quoi. Double victoire d'étape consécutive pour une coureuse française, en France, et donc en même temps que je suis en train de vous parler, je réalise que dans l'intro, je vous ai déjà menti, parce que je vous ai dit qu'il y aurait que une seule entrée au classement qui mentionnerait des coureurs français. Ben en fait non, je viens de le réaliser, mais voilà. Superbe double victoire d'étape, super, rien à dire. Des beaux moments, victoire en solitaire, où on la voit après complètement, incrédule, une joie folle. Donc c'était vraiment un moment très rafraîchissant. Et je pense qu'on peut dire à peu près pareil des 2 victoires, des 2 coureurs différents, sans pour autant mélanger les torchons et les serviettes, parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Évidemment, c'est 2 scénarios très différents, c'est 2 sportifs qui n'étaient pas au même stade, on va dire, de leur carrière, même s'ils sont assez jeunes quand même tous les 2, mais le résultat est le même. Des belles victoires d'étape sur la course la plus relevée, la plus médiatisée au monde, et donc la conséquence pour eux va être la même, le basculement dans une nouvelle dimension. On a assisté à l'avènement de coureurs dont la carrière ne sera plus jamais la même. Timène Arensman, clairement, l'année prochaine, on va pas avoir les mêmes ambitions pour lui, après ce qu'il a montré sur le Tour de France. Et Maëva Skiban, on voit déjà, là, elle a été sélectionnée en équipe de France, elle est en train de changer de dimension. Tout pareil, je pense que l'année prochaine, elle aura davantage sa carte personnelle sur les courses sur lesquelles elle sera inscrite. Donc, clairement, chapeau à ces 2 coureurs qui basculent vraiment dans une nouvelle dimension. Et pour faire la transition vers notre prochaine place, je peux vous dire que le prochain, lui, il n'avait pas besoin de 2 victoires, une seule, ça lui suffisait largement. 9e place, le retour d'Egan Bernal à la victoire. Cette entrée-là, c'est vraiment une incitation à la persévérance, et alors, je sais... Le contexte est incroyable, le déroulement l'est nettement moins, mais voilà, je vais y revenir un petit peu. Donc Egan Bernal, au début de cette saison 2025, il n'avait pas gagné depuis 4 ans. Sa dernière victoire, c'était le Giro 2021. Énorme traversée du désert depuis 4 ans, depuis son accident malheureux en Colombie, où il s'était fait de graves blessures, où il avait eu une année blanche, il était reparti de zéro. Il a montré quelle force de caractère il avait, quelle abnégation il avait pour revenir au plus haut niveau, avec son équipe qui quand même l'a soutenu, lui a fait confiance, l'équipe Ineos. Et de retour de son accident, voilà, peiné à retrouver des résultats. On l'a senti monter en puissance, mais quand même un peu plafonné, hein, loin du niveau d'excellence qu'il avait atteint en 2019 et jusqu'en 2021. Et donc voilà, on espérait un petit peu quand même le voir un jour revenir au plus haut niveau, vraiment dans son prime en quelque sorte. Je vais pas vous mentir, on peut pas dire qu'Egan Bernal soit retourné à son prime cette année. Par contre, retrouver la victoire, ça fait plaisir, surtout quand c'est sur des grandes courses. Ok, il a gagné le championnat national de Colombie, pardon. Bon, ça c'est cool. Mais
ça reste moins prestigieux que sa victoire d'étape sur la Vuelta de cette année. Ah oui, quand même. Tour d'Espagne, étape 16, une étape très accidentée, profil chaotique. Egan Bernal qui s'engage dans une grosse échappée matinale, qui arrive à s'isoler dans le final avec deux coureurs de la FDJ, jeunes coureurs, et Mikel Landa, qui était son adversaire principal. Ils arrivent à se retrouver tous les deux dans les derniers kilomètres. Normalement, il devait y avoir une ascension finale. Vous savez à quel point l'organisation de la Vuelta a été bouleversée par les manifestations. Et donc l'ascension finale coupée, l'étape écourtée. Au final, l'arrivée se dispute au sprint entre Landa et Bernal sur une ligne d'arrivée improvisée où on a une caméra qui filme difficilement la scène depuis l'arrière. Donc clairement, c'est vraiment bof en termes de scénario, en termes de manière dont ça se passe, mais Egan Bernal qui lève les bras, qui gagne son étape, et c'est un moment, s'il est très mal filmé, s'il est moche, s'il se déroule dans un contexte un peu dégueu, c'est une victoire qui est quand même hautement symbolique, que moi je pouvais pas m'empêcher de mettre dans mon top 10, peut-être que ici ou là je dirais que pour vous c'est pas très marquant, et je comprends en soi, étant donné le déroulement, je comprends, mais c'est pour moi quand même un contexte qui est fort. Le retour à la victoire d'un grand champion qui a connu des galères monstres comme ça a été le cas d'Egan Bernal, franchement, je vois pas dans quel monde ça peut ne pas faire plaisir. On est forcément content de voir un coureur comme ça relever les bras, et moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Et j'espère pour lui aussi que ça lui ouvrira des portes pour l'année prochaine, et on espère que c'est pas juste une histoire avec une belle morale, genre faut jamais lâcher, les enfants, croyez en vos rêves, machin. J'espère surtout que pour Egan Bernal, c'est le début d'une remontée vers les sommets, et que l'année prochaine, on verra encore plus de sa part. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Et en parlant de victoire symbolique, à la 8ème place, j'en ai une autre qui est pas mal dans le genre. 8ème place, Kim Lecourt marque l'histoire. Alors depuis 2024, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sourient à l'Afrique en termes de cyclisme. Ça a commencé avec le maillot vert de Binyam Girmay, et puis cette année, l'organisation des mondiaux au Rwanda, j'en reparlerai un petit peu plus haut dans mon top, je pense que vous en doutez. Organisation des mondiaux au Rwanda, et puis la révélation de l'année sur le circuit féminin, Kim Lecourt Pinard, pardon, elle a changé de nom. Donc, je vais l'appeler Kim Lecourt pour des raisons de simplification, on va dire, voilà, qui s'est complètement révélée cette année. Je vais isoler évidemment un moment, puisque c'est le jeu, j'ai dit que je faisais le top 10 des moments, donc je vais pas parler de toute la saison de Kim Lecourt, mais pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Kim Lecourt est une coureuse qui a 29 ans, donc elle est déjà âgée, voilà, elle a mon âge, donc je vais pas la considérer comme une mamie, mais d'un point de vue sportif, c'est quand même très tard pour être considérée comme une révélation. De l'île Maurice, bon, elle a un passé très, on va dire, cosmopolite, mais nationalité mauricienne, donc continent africain, et on avait vu déjà des prémices en 2024 d'une progression très intéressante. Mais alors en 2025, on peut dire qu'elle a complètement explosé le plafond pour le coup, et moi je vais insister sur Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège, c'est son chef-d'œuvre cette année, parcours très difficile, donc qui reprend les principales difficultés du parcours masculin, écourté à 152 km, mais on retrouve les côtes essentielles, le col de Stoke, la Redoute, la Roche au Faucon, donc on retrouve les côtes mythiques, et Kim Lecourt arrive à se retrouver dans un petit groupe qui se dispute l'arrivée au final à Liège, avec Demi Vollering, Puck Peters, qui venait de remporter la Flèche Wallonne, donc grosse cliente, et Cédric Carbaol, un peu l'invité surprise. Donc un petit groupe de favorites quand même, on va dire ça comme ça, et elle arrive à remporter un sprint entre ces 4 coureuses qui n'étaient clairement pas gagnées d'avance pour le coup, qui témoignent de son explosivité, qu'elle a dû beaucoup travailler, de son endurance, c'est quand même une course où il faut être complet pour gagner, Liège-Bastogne-Liège, en plus du punch, il faut quand même avoir du coffre, et elle a montré qu'elle avait tout ça, elle remporte la course, c'est évidemment la première femme africaine à remporter la course, c'est pour ça que dans l'intitulé je disais qu'elle avait marqué l'histoire. Et du point de vue du contexte, c'est complètement fou parce que elle n'a cessé de marquer l'histoire cette année. J'ai dit que je m'en arrêtais à un événement, mais je vais tricher un petit peu parce que comment ne pas parler de son Tour de France, comment ne pas parler du fait qu'elle a une victoire d'étape sur ce Tour de France, plus qu'elle a porté le maillot jaune pendant tout le début de la compétition. Donc un tour
extrêmement réussie. Là, encore une fois, elle a explosé le plafond des attentes. Et on peut la voir désormais un petit peu comme une pionnière du cyclisme africain. Évidemment, la portée symbolique de ces 2 victoires, Liège-Bastogne-Liège, Tour de France, nous montre à quel point elle ouvre la voie finalement pour le cyclisme africain, et au-delà de ça, pour elle, de son point de vue personnel uniquement, si on enlève la portée symbolique, ça reste génial pour une coureuse comme ça de se révéler à un âge tardif, au point d'en être la révélation de l'année, hein. Si c'est pas elle la révélation de l'année, honnêtement je sais pas qui c'est. Alors sauf si on considère que voilà, en 2024 elle avait déjà montré des choses, mais quand même clairement 2025 elle explose tout. Voilà, donc à la fois une portée forte d'un point de vue symbolique pour l'Afrique, pour le cyclisme africain, et puis en même temps de son point de vue personnel aussi, donc génial, super, j'adore cette histoire-là. Et on peut dire que dans le genre révélation au plus haut niveau, eh bien j'en ai un qui est encore un tout petit peu au-dessus. 7ème place, Matthias Skelmose détrône le roi. Ouais, il y a ceux qui se disent que faire 2ème derrière Pogačar, c'est déjà pas mal, c'est presque une victoire. Puis il y a les autres. Et dans les autres, cette année, il y a Matthias Skelmose. Donc c'est un Danois, 25 ans, qui est en pleine progression depuis 2023, on l'a vu arriver petit à petit, il avait déjà gagné le Tour de Suisse, il avait déjà eu une belle 2ème place à la Flèche Wallonne, il a confirmé un petit peu les attentes en 2024, avec une victoire d'étape sur Paris-Nice, mais on va pas se mentir, on le voit encore, surtout en 2025, début 2025, on le voyait encore comme un coureur, on va dire, du 2e tiers, si on veut pas être méchant, voilà, un coureur de chapeau 2, on va dire, qui est juste derrière les meilleurs. On le voit pas, on l'imagine pas rivaliser avec les top champions. Eh ben, cette année, il nous a fait mentir. Il nous a fait mentir sur l'Amstel Gold Race, qui est une des plus belles courses cette année, il faut bien le dire. J'avoue que j'ai pas pu la voir en direct, mais quand j'ai vu le replay, j'ai regretté. Hein. On a un Pogačar en pleine moisson sur les classiques, dont on imagine qu'il va encore gagner tout ça de manière aisé. Il vient de remporter le Tour des Flandres, il vient de faire 3ème de Milan-San Remo, 2ème de Paris-Roubaix, et après, à l'Amstel Gold Race, il va enchaîner une victoire sur la Flèche Wallonne et une victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Donc, clairement, on imagine qu'il va dominer la course de la tête et des épaules. Eh bien, il n'arrive pas à s'isoler. Alors, c'est vrai que le parcours est un tantinet moins difficile que, évidemment, la doyenne, mais quand même, voilà, on parle pas d'une promenade de santé non plus. Il n'arrive pas à s'isoler. Il se retrouve dans un groupe avec 2 autres coureurs, Remco, qui lui a collé au basque un petit peu toute l'année, il faut dire, et notre fameux Matthias Skelmose. Bon, dans un contexte comme ça, on se dit, groupe de 3 coureurs, ok, j'aime bien Remco, mais l'explosivité, c'est pas ça. Skelmose, on sait que c'est un bon puncher, mais bon, quand même, de là à rivalité face à Pogačar, bon, on n'y croit pas trop. Donc on imagine Pogačar gagner au sprint. Et ben en fait, non. Surprise générale, Skelmose sur la ligne, qui fait le sprint et qui passe la roue devant Pogačar. Une victoire improbable, il le bat vraiment à la pédale, sur un de ses points forts, donc ça a été une énorme surprise, franchement. Énorme surprise au vu du contexte. Une victoire complètement improbable, et surtout, un petit peu comme ce qu'on a dit avec Arensman et Skiban précédemment, une victoire qui lui fait vraiment franchir un gros cap dans sa carrière, parce que là, il a montré que finalement, peut-être qu'il n'avait pas de plafond, peut-être qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'il était capable de faire, et pourquoi pas imaginer que dans les années à venir, le sentir capable de remporter un monument, ou de aller se positionner sur un podium d'un grand tour. Voilà. Là, on l'a senti franchir un cap cette année. Alors, je vais nuancer, petit bémol quand même, on peut pas dire que sur le reste de la saison, il est vraiment confirmé. Donc, tout ça, ça reste à surveiller, c'est aussi pour ça peut-être que je mets pas ça plus haut, sans compter que c'est pas non plus la course la plus... C'est une belle course, c'est pas non plus la plus grande course de l'année. Donc voilà, je l'entre ici à la 7ème place, mais clairement c'était un des moments forts de la saison, et ça méritait totalement d'être mentionné. Et, curieusement, il y a d'autres moments dans cette année qui nous ont montré que le roi du cyclisme actuel était quand même détrônable dans certains domaines. Sixième place, Remco Evenepoel, le maître du temps. Cette année, je pense qu'on peut dire qu'on a vécu l'apogée d'un virtuose du chrono, d'un virtuose du contre-la-montre. Quel régal! Quel régal toujours de voir Remco sur un vélo de contre-la-montre. C'est
Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis Fabian Cancellara ou depuis Tony Martin. On est dans la même catégorie de coureurs, clairement. Sauf que là, on a affaire à un coureur qui, en plus, sait faire d'autres choses et sait très bien les faire. C'est extrêmement complet, mais voilà. On a l'avènement cette année d'un rouleur monstrueux. Alors je dis l'avènement, bien sûr. Bien sûr que ça fait des années qu'il est performant sur les chronos, qu'il est déjà dominant sur les chronos. Mais cette année, c'est vraiment la consécration. Pour remettre les choses dans leur contexte, évidemment, il sort d'une saison 2024 très très réussie, avec déjà depuis 2023 et 2024, les titres de champion du monde de contre-la-montre, à chaque fois, donc il est sur un doublé. Mais en 2025, il sort quand même d'un Tour de France très compliqué, où il a connu beaucoup de galères, au final il a dû abandonner, donc voilà. Un contexte qui est quand même, sur le point de vue personnel, un peu décevant, un peu délicat à ce moment-là de la saison. Et il va arriver sur les championnats du monde de chrono en mode détermination, en mode annihilation totale de la concurrence. Victoire avec 1,14 d'avance sur Jay Vine, le deuxième. Victoire avec 2,37 d'avance sur Pogačar, qui, comble de l'humiliation, se fait rattraper dans le final. L'image est folle. L'image est folle. Arriver à rattraper Pogačar sur un contre-la-montre, je sais pas si on se rend compte du délire que c'est, mais clairement, ça a été une des images les plus impressionnantes de la saison. Et le fait est que rebelote le week-end suivant avec les championnats d'Europe, ou même domination, 43 secondes d'avance sur Filippo Ganna, excusez du peu. Donc clairement une domination sans partage sur les contre-la-montre cette année. Il avait déjà montré sur le Tour de France que les chronos, ça, il maîtrisait, c'était pas un souci. Mais voilà, on est sur l'avènement, la confirmation, la consécration d'un rouleur complètement historique, avec maintenant un triple titre consécutif de champion du monde contre la montre, performance qui vient lui faire égaler Michael Rogers. Il est en route pour rattraper, voire pour dépasser peut-être Fabian Cancellara et Tony Martin, qui n'ont qu'un titre de plus que lui à leur palmarès. Et donc, on peut tout à fait imaginer que dans les années à venir, il arrive à franchir ce cap. Et puis surtout, voilà, la portée symbolique de l'image qu'on a vue lorsqu'il rattrape Pogačar, c'est quand même fort. C'est quand même une image très très forte d'arriver à dominer le Slovène à ce point. J'aime bien Skelmose, on peut pas dire qu'il ait dominé Pogačar comme l'a fait Remco Evenepoel. Donc énorme perf, énorme maîtrise. On est à vraiment un niveau de maîtrise et d'expertise, de puissance aussi, qui est vraiment absolue, une sensation une sensation indescriptible quand on le voit sur un vélo de contre-la-montre, c'est fou. Et quand même, pour rappeler, parce que peut-être qu'on s'endort un petit peu là-dessus, le garçon n'a que 25 ans. Je vous laisse méditer là-dessus. Et pour notre entrée sur le top 5, je vais passer d'une histoire belge à une autre. 5e place, la renaissance de Wout van Aert. On a vécu cette année, on peut le dire, le retour au sommet d'un grand champion. Alors, j'exagère un petit peu. J'exagère un petit peu au sens où on peut pas dire que toute la saison de Wout van Aert soit réussie, mais on a eu un moment qui pour moi est iconique cette année, c'est l'étape des Champs-Élysées. Avant d'en parler, je remets les choses un petit peu dans leur contexte. On peut dire quand même que la carrière de Van Aert était en déclin depuis 2023. On sent que son nombre de victoires a drastiquement diminué, que dans sa rivalité avec Mathieu Van Der Poel, que j'ai évoqué dans mon précédent top 10 sur les meilleures rivalités de l'histoire, je vous invite à aller écouter. On peut dire que Mathieu Van Der Poel a pris le dessus dans cette rivalité. Il revient d'une grosse blessure sur la Vuelta 2024, qui questionnait un petit peu sa capacité à revenir au plus haut niveau. Et son année 2025, pour l'instant, c'était juste une victoire sur le Giro, et on l'a connu un peu plus discret que d'habitude sur les classiques. Donc, voilà. Il arrive sur le Tour de France, avec un statut, on sait pas trop où il en est, quoi. On sait qu'il vient prêter main forte à Vingegaard, ça c'est sûr, mais quel statut personnel il a, on sait pas trop. Et il faut attendre la toute fin du Tour. L'étape 21 sur les Champs-Élysées, mais pas les Champs-Élysées de d'habitude. Vous vous souvenez, le parcours modifié, avec la butte Montmartre intégrée dans un circuit qu'ils doivent franchir à plusieurs reprises, une ambiance et un parcours indescriptibles. Vraiment, pour moi, ça a été un succès fou. Pitié, s'il vous plaît. Christian Prudhomme, si tu écoutes mon podcast, qui a pour l'instant 0 auditeur, s'il te plaît, refais ça. Refais-nous ça, c'était une dinguerie. On veut revoir ça tous les jours. Et vraiment un parcours de fou. La pluie, en plus, qui s'est invitée, donc ça a rendu la situation encore plus folklorique, on va dire.
Et Wout van Aert qui se retrouve devant, avec Pogačar qui fait le show, porteur du maillot jaune, et qui pourtant se risque à aller faire le fou sur les pavés comme ça, voilà, on aime bien le spectacle, hein. Avec Pogačar, avec Davide Ballerini, avec Matej Mohoric, et avec Matteo Jorgensen, son coéquipier. Petit groupe donc de coureurs forts, hein. Il parvient dans le dernier passage de la butte Montmartre à attaquer et à faire craquer Tadej Pogačar. L'image est incroyable, avec le monde qui s'agite autour, tout le monde qui est fou dans la petite rue pavée qui monte au pourcentage, fort pourcentage, et Pogačar qui grimace, qui pète complètement dans la roue du Belge, avec cette sensation de puissance, franchement, que j'avais plus vue depuis longtemps, franchement, depuis bien 3 ans, hein, chez Van Aert. Vraiment une sensation imprenable, en fait. Il m'a rappelé, vous vous souvenez, cette image... Tour 2022, quand il attaque sur l'étape de Dunkerque. Il accélère dans la côte, il se rend même pas compte qu'il lâche tout le monde, tellement il va vite et tellement il domine. Et bah là, j'ai eu l'impression de retrouver ce Van Aert là, et franchement, c'était des frissons. C'est un des moments qui m'a fait le plus frissonner cette année, clairement, une émotion folle. Et encore, je suis pas belge, j'imagine que les Belges, oh là là, la fête du slip que ça a dû être en Belgique, mamma mia, je pense que c'était fou. Donc clairement, victoire de prestige, image forte, victoire incroyable, tout le paquet. Plus c'est l'histoire d'un énorme comeback d'un champion qui était un peu en délicatesse ces dernières saisons, qui témoigne encore une fois d'un mental de champion, avec un scénario marquant sur un parcours de folie complètement inédit. Pour moi, j'ai pas d'autres entrées qui sont sur le Tour de France de cette année, que au-delà de ça, j'ai pas trouvé forcément sensationnel. Donc, pour moi, c'est la victoire la plus marquante du Tour de France 2025. Vous me direz si vous pensez à autre chose, si vous pensez à la victoire de Pogačar à Hautacam, par exemple. Moi, je l'ai pas mise. Ouais, je vous le dis, spoiler, je l'ai pas mise. Mais cette victoire-là, clairement, elle est archi marquante. Alors, ce scénario-là, vous serez d'accord avec moi qu'il était pas très probable avant le début du Tour, mais il était quand même plus probable que l'entrée que j'ai à la 4e place. Quatrième place, Simon Yates retourne le Giro. Ça a été un des événements les plus fous de l'année cycliste. Clairement, c'est le scénario le plus improbable que j'ai dans le top, évidemment. Un retournement de situation dont seul le Giro a le secret. On voit ça que sur cette course. Chaque année, voilà, il y a son lot de surprises sur le Giro. Et cette année, c'était particulièrement un grand cru dans le domaine. Alors, on a nos principaux protagonistes, Isaac Del Toro, le jeune prodige mexicain, 21 ans, Team UAE, évidemment annoncé déjà depuis 1 ou 2 saisons comme le futur du vélo, enfin l'un des futurs du vélo, on va pas non plus trop s'enflammer, et qui était porteur du maillot rose à 1 jour de l'arrivée, porteur quand même on peut dire surprise, je veux dire, oui, on pouvait le lister parmi les favoris. De là à dire, annoncer avec certitude qu'il allait être maillot rose à 1 jour de la fin, je suis pas sûr que beaucoup auraient misé tout leur argent dessus, hein. Donc, il est à 1 jour de l'arrivée, porteur du maillot rose. Derrière lui, au classement général, il a quand même un petit matelas d'avance sur Richard Carapaz, plus expérimenté, et également plus expérimenté, Simon Yates. Alors, ces 2 principaux rivaux ont quand même du retard. À 1 jour de la fin, on se dit, ça va quand même être compliqué. Et malgré tout, l'étape 20... peut laisser place à un scénario riche en surprises. C'est la dernière vraie étape, entre guillemets. La dernière étape, c'est une parade à Rome, donc pas d'enjeu sportif réel. Cette étape 20, qui se termine avec une montée vers Sestriere, avec l'ascension du mythique Colle delle Finestre, on se dit, c'est quand même un beau parcours. C'est quand même un joli parcours. Voyons voir ce qui va se passer. Bon, on ne peut pas dire qu'on ait été déçus. Et pour moi, ça rentre directement à la 4e place. Je serais honnêtement pas surpris qu'on puisse envisager de le mettre sur le podium, hein. C'est quand même une étape de fou furieux. Et puis surtout une étape lunaire, quoi. Le scénario est complètement improbable. Il y a un marquage entre Isaac Del Toro et Carapaz dans le Col delle Finestre, justement. Et les deux se regardent. Ils se marquent, on dirait de la piste presque, mais sur des pentes à 10%, quoi. Et ils laissent partir Simon Yates, tout seul. Alors, Carapaz, on peut comprendre son attitude, au sens où lui, il se dit « Bah ok, gamin, c'est toi qui as le maillot rose, c'est à toi de faire le boulot. » Bon, d'accord. Mais Del Toro, pourquoi il laisse autant d'avance à Simon Yates ? Clairement un manque d'expérience, on comprend pas trop pourquoi ses directeurs sportifs d'ailleurs ne lui donnent pas des bons conseils dans cette situation. Bref, il regarde son dauphin en général, Richard Carapaz, au final il se regarde tellement que Simon Yates il prend des minutes et des minutes d'avance, des écarts stratosphériques qui sont en train de se creuser,
Et on peut pas dire que ni l'un ni l'autre ne connaissent pourtant une défaillance, hein. Après, on voit qu'ils sont en pleine forme, hein, en pleine capacité, voilà, donc ils auraient été peut-être en mesure de suivre Yates, ou du moins de limiter la casse, on sait pas. En tout cas, toujours est-il que l'Anglais prend une grosse avance, il rattrape les membres de l'échappée matinale, il gagne pas l'étape, mais quand même, il reprend plus de 5 minutes à Del Toro, et il récupère le maillot rose. Quel scénario de fou. Et puis surtout, après, pour Del Toro, c'est fini. Il y a plus moyen de réagir. C'était la dernière étape, voilà, merci, bonsoir, quoi. Donc, pour moi, clairement, le scénario le plus what the fuck de l'année 2025, je me demande encore qu'est-ce qui s'est passé, et même Del Toro, je pense qu'il a pas compris, quoi. C'est, voilà, un scénario complètement lunaire, comme je l'ai déjà dit. Et puis pour Simon Yates, c'est un beau retournement de situation. Lui, il a saisi l'opportunité, voilà, un peu de réussite forcément, mais bon voilà, c'est comme ça, il a été à la hauteur de l'événement aussi, hein, on peut le voir comme ça. Et lui-même ayant vécu quelques années plus tôt un renversement de situation similaire, dont il avait été victime cette fois-ci, avec Chris Froome qui avait gagné le Giro dans des conditions complètement dantesques là aussi. Donc, super scénario, clairement le meilleur scénario de course qu'on ait vu en 2025. Ah, c'était vraiment incroyable. Donc, rien que pour ça, super mention dans le top 10, super moment cette année. Et sans transition, pour l'entrée suivante, on va descendre de nos montagnes italiennes et on va aller manger du maroilles. Troisième place, duel de légende sur Paris-Roubaix. Lors du dernier épisode, j'ai parlé notamment des classiques pavés, j'ai parlé des duels qui opposaient Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Cette année, le duel de légende sur Paris-Roubaix, c'était pas ça, c'était Mathieu Van Der Poel contre Tadej Pogačar. Première participation de Pogačar à Paris-Roubaix, c'est l'un des 2 seuls monuments qu'il n'a pas remporté, avec Milan-San Remo, et il a été déjà victorieux sur le Tour des Flandres la semaine précédente, et puis l'année précédente aussi, donc il est déjà confirmé qu'il est capable sur les pavés, on le sait. Puis bon, étant donné la polyvalence et le coffre du bonhomme, on se dit que tout simplement la course peut lui réussir, même si le manque de relief peut-être, voilà. Bon, toujours est-il, on est plein d'incertitudes finalement avant cette course. Quel va être son niveau réel? Est-ce qu'il peut vraiment rivaliser avec des coureurs aussi lourds et puissants que Van Der Poel? C'est pas évident sur le papier. Van Der Poel, lui, il est de retour pour tenter un triplé. Il est sur 2 victoires consécutives à Paris-Roubaix. Clairement, il est au plafond de sa carrière, il est au sommet. Donc on le voit quand même favori. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Et dans les faits, on a un super duel. Assez tôt dans la course, Van Der Poel et le Slovène vont s'isoler à 45 km de l'arrivée, donc il reste quand même une bonne heure de course. C'est Pogačar qui fait la différence, qui lance une accélération dans Mont-Saint-Pével, donc il a pas peur, il y va, il est offensif comme on le connaît, voilà, c'est pas le gars qui attend que ça se passe, on connaît le garçon. Donc les autres favoris, les outsiders comme Pedersen, Van Aert, Philipsen, n'arrivent pas à suivre, il y a que Van Der Poel qui arrive à accrocher la roue. Et dans les secteurs suivants, le duel est titanesque. Ouais, je dis dans les secteurs suivants, malheureusement, le duel s'arrête un peu tôt, puisqu'à 38 km de l'arrivée, Pogačar, peut-être un manque d'expérience, peut-être un manque de dextérité par rapport à Van Der Poel, l'expert du cyclocross, il tombe, il rate son virage, tout le monde a vu l'image, là où il tombe un peu dans la boue, voilà, il rate le virage, et puis après il déraille, donc c'est fini, il peut plus, il a perdu de vue Van Der Poel, et il le revoit plus. Van Der Poel s'impose, jamais rejoint, il gagne en solitaire, 3e titre consécutif, donc là aussi un impact formidable sur sa carrière au global. Et puis un beau duel, je le monte pas plus haut parce que malheureusement il y a ce scénario de course un peu dommage finalement, où on n'a pas vu l'explication jusqu'au bout entre les deux, sinon ça aurait été vraiment extraordinaire. Mais voilà, la chute qui vient gâcher un peu la fête malheureusement. On peut quand même dire que la première participation de Pogačar à Paris-Roubaix, elle est déjà légendaire, elle est déjà dans l'histoire de la course, et on attend que le fait qu'il revienne l'année prochaine. On espère que cette édition, c'était un prélude de 2026. Connaissant le bonhomme, je pense pas qu'il laisse passer sa chance une année supplémentaire. Donc on peut espérer revoir un petit peu le même scénario l'année prochaine, avec, on peut même l'espérer, un Pedersen, un Van Aert encore plus fort. Donc peut-être une édition 2026 encore plus folle. En tout cas, comme chaque année, Paris-Roubaix nous a réservé un scénario de fou furieux, et on peut que le placer sur le podium, à mon avis. En tout cas, bon, c'est mon ressenti personnel. C'était un beau cru, une belle édition. Également, on peut quand même, bon, c'est pas dans mon top, mais je voulais quand même mentionner
l'édition féminine de Paris-Roubaix, où on a vu s'imposer Pauline Ferrand-Prévot, donc super, également très très chouette. Voilà, je l'ai pas mis dans le top parce que le scénario de la course femme a été un peu moins débridé, un peu moins fou, on va dire, un peu moins intense peut-être que celui sur la course masculine, mais quand même, je voulais en parler un tout petit peu. Dans notre seconde marche du podium, sur notre seconde marche du podium, ce sera un peu plus français, je peux vous assurer qu'il y a l'un des principaux protagonistes qui ne change pas. Deuxième place, panache et audace à Kigali. Oui, je vous avais dit, épisode sponsor par la Slovénie aujourd'hui. Et encore, franchement, vous avez vu que j'ai fait soft parce que j'ai pas rentré dans le top les championnats d'Europe, j'ai pas rentré dans le top le Tour de Lombardie monstrueux dont a été auteur le Slovène flamboyant. Et je me suis limité, voilà, sur la deuxième marche du podium, à sa performance légendaire sur les championnats du monde de Kigali. Donc quand même, mention spéciale au perf qu'il a réalisé les week-ends suivants, donc championnat d'Europe, Lombardie. Franchement, c'est ce que j'en parlais l'autre jour, j'ai l'impression que tous les week-ends d'octobre, là, on nous passait le replay de la même course. Depuis les mondiaux, hop, bis repetita le week-end d'après, et rebelote au Tour de Lombardie. On a revu le même scénario, avec les mêmes protagonistes, et bon, c'est assez marrant, et finalement, ça banalise l'extraordinaire. Et je veux pas qu'on banalise l'extraordinaire, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aussi haut dans mon top, parce qu'on pourrait même le mettre en premier, vous allez me dire ce que vous pensez de mon numéro 1, bon, et clairement, on pourrait le mettre en premier, franchement, je suis pas du tout opposé à ça. Toujours est-il, pour remettre un peu de contexte. On a un Pogačar qui arrive au championnat du monde, il remet son titre en jeu. C'est les premiers championnats du monde en Afrique, au Rwanda, donc déjà une édition dont on sent qu'elle va marquer un petit peu l'histoire. Il remet son titre en jeu, il sort d'une saison, on l'a dit donc je vais pas m'attarder davantage, il sort d'une saison ultra dominante, avec le Tour des Flandres, le Liège-Bastogne-Liège, le Tour de France, et il a face à lui des adversaires quand même intéressant, bien qu'on a senti inférieur à lui sur cette saison. Evenepoel, Ben Illy, Skelmose, Pidcock. Donc il a quand même beaucoup d'adversaires, ok. Et surtout, il vient de se prendre une claque sur le contre-la-montre. On en a parlé un peu plus tôt dans Stop. Il sort quand même d'une sacrée désillusion par rapport à l'adversité de Remco. Donc on sent que Remco arrive en forme sur ce mois d'octobre. Donc, enfin, septembre-octobre. Donc, attention quand même, faut se méfier. Bon, en fait, le suspense, il est mort à 104 km de l'arrivée. Oui, 104 km de l'arrivée. Bon, bah, il a dégainé. Il lui restait à peu près 2h30 de course, on va dire. Donc lui, il s'est dit, bah, c'est bon, c'est mon effort, j'ai l'habitude. Donc il part en solitaire, plus de 100 km à parcourir. Un effort de plus de 2 heures qui est complètement monstrueux, hyper bien géré, maîtrise totale de son corps, de ses capacités, connaissance absolue de son métabolisme, de la gestion de la nutrition. C'est une pièce maîtresse, franchement. Un super gestion de l'effort, qu'il a reproduit après au championnat d'Europe, dans une moindre mesure également sur le Tour de Lombardie. Donc franchement, hyper impressionnant. Remco deuxième peut pas faire grand chose, il a tenté tout ce qu'il pouvait, il a vraiment pas démérité. On pourrait dire la même chose sur les courses suivantes, voilà, un super adversaire mais finalement qui a jamais été en mesure d'inquiéter vraiment Pogačar. On peut pas dire qu'il lui ait fait peur, tout simplement. Et voilà, donc un scénario à la fois qui tue le suspense très tôt et en même temps qui démontre d'une domination qu'on a de notre vivant jamais vu, puisque je pense qu'il faut remonter à Eddy Merckx pour voir un tel niveau de domination. Donc voilà, on ne peut que savourer une telle démonstration de force. C'est donc le deuxième championnat du monde consécutif pour Tadej Pogačar, qui vient consacrer une saison gargantuesque, peut-être la meilleure qu'il ait jamais faite. Il a récemment commenté dans les médias en disant que d'après lui, oui, qu'il disait chaque année qu'il faisait sa meilleure saison et que, en l'occurrence, on peut pas lui donner tort. Cette année, il a encore battu sa saison précédente, voilà. Donc, encore la consécration d'une saison dominée de la tête et des épaules. Ma mention au top 2, en fait, elle est globale pour toute sa performance sur l'année, avec un scénario répété du Remco Evenepoel en poulie d'or total sur ces courses-là. Donc une belle prestation de la part de Pogačar qui mérite d'être mentionné parmi les tout meilleurs moments de l'année 2025, si vous voulez mon avis. Et
malgré tout, je l'ai pas mis tout en haut de mon podium, vous me direz encore une fois ce que vous en pensez, mais sur ma place numéro 1, j'ai encore envie de parler de quelqu'un qui a passé son année à éclater ses adversaires. Première place, Pauline Ferrand-Prévot explose la concurrence. Et si c'était elle, le successeur de Bernard Hinault? je suis taquin. Et vous allez me dire, ça fait deux fois de suite que je mets Pauline Ferrand-Prévot en 1 dans mes tops. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, après en même temps, je vais essayer de défendre mes arguments, parce que c'est sûr que la saison de Pogačar est incroyable. C'est sûr que peut-être que si j'étais pas français, je le mettrais en 1. Allez, je vais être honnête. Mais quand même, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue historique, ce qu'a réalisé Pauline Ferrand-Prévot cette année, c'est incroyable. Je parle du Tour de France Femmes, je parle aussi de Paris-Roubaix, quand même deux victoires folles sur les quasiment deux des courses les plus importantes de la saison, y compris dans le calendrier féminin. L'arrivée sur le Tour de France Femmes, dans un contexte que je qualifierais d'incertain, on ne connaissait pas réellement son niveau à Pauline, elle avait été très discrète sur sa préparation, elle avait couru peu de courses quand même sur route cette année, alors qu'elle avait des favorites en face qui avaient plus de références sur l'année en cours. Je pense à Demi Vollering, même si sa saison était globalement légèrement moins bonne que la précédente, on l'annonçait quand même comme favorite, avec une grosse équipe FDJ autour d'elle, première au classement UCI, avec Kasia Niewiadoma, tenante du titre, donc parmi les autres favorites. On peut penser aussi à Sara Gigante, qui sortait d'un énorme Giro au niveau de la montagne. Donc elle avait quand même des rivaux. Elle, encore une fois, on ne savait pas trop où est-ce qu'elle en était, et médiatiquement, elle avait annoncé plutôt qu'elle voulait gagner le Tour de France dans les 3 années à venir. Donc elle-même n'était pas forcément sûre d'avoir ce niveau-là de domination sur la course. Évidemment, on était d'autant moins certain de son niveau sur la route qu'elle sortait de 5 ans à avoir fait que du VTT, très peu de route, donc finalement, incertitude qui avait quand même été partiellement levée sur Paris-Roubaix, où elle avait dominé la concurrence. Donc déjà, on avait une petite idée quand même de la forme de la dame. Mais bon, elle arrive dès le début du tour, clairement, elle lève le suspense, elle lève le voile sur sa forme ou non. Elle a clairement l'air affûtée. Dès le départ, quand elle aide Marianne Vos à gagner sa première victoire d'étape, etc., on sent qu'elle est vraiment, vraiment au taquet. Et ça se confirme en fin de Tour de France, où la consécration arrive dans le col de la Madeleine, sur l'étape 8, qu'elle maîtrise du début à la fin, avec une attaque tranchante qui distance absolument tout le monde dans la dernière difficulté, et qui place ses rivales dans une autre stratosphère. Sara Gigante à 1,45 pour faire deuxième de l'étape, c'est déjà une belle claque, et puis la claque, elle est encore plus monumentale pour Demi Vollering et pour Kasia Niewiadoma qui sont pointés à 3 minutes. Donc clairement, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu de concurrence, la concurrence a été écrasée comme Pogačar a écrasé la concurrence sur les courses de fin de saison. Pour moi, le parallèle, il est réel, Et rebelote le lendemain sur l'étape de Châtel, la dernière étape, où elle va s'arroger une dernière victoire d'étape pour parachever la performance. Elle n'était pas obligée de faire ça, mais elle s'est donnée à fond. Elle a dit à l'arrivée qu'elle avait vraiment énormément souffert, que ça n'avait pas été agréable, mais clairement, elle a tout donné. Elle a rendu hommage à la course et elle a rendu hommage à son maillot jaune, donc super perf. Et au final, il n'y a pas photo, en classement général, pour voir que la course s'est courue sur 9 jours, 3 minutes 42 d'avance sur Vollering, et il n'y avait pas photo. Donc, pour moi, vraiment, la pièce maîtresse de sa saison, et pour moi, il n'y a pas meilleur moment parce que c'est l'émotion. Pour moi, c'est l'émotion la plus intense qu'on a vécue en cyclisme cette saison quand on est français, donc je suis un peu partial, j'avoue. Écoutez, les top 10, c'est un peu aussi de subjectivité, donc là, j'admets complètement ma partialité, justement, même si... Quand même, je nuancerai en rajoutant que sa performance et le fait de voir enfin une Française remporter le Tour de France a été salué unanimement à l'étranger et ça a été vu quand même comme quelque chose de plutôt positif et de marquant. Donc, voilà, malgré tout, je pense que le dossier se défend. C'est la consécration d'une saison qui a marqué l'histoire pour Pauline Ferrand-Prévot. Comme on a dit, le doublé Paris-Roubaix Tour de France, désolé, mais Pogačar, il l'a pas fait. Donc voilà, le raccourci est hyper facile, mais je le place quand même ici. En tout cas, clairement, voilà, pour moi, moment le plus fort en émotion, rien à dire. Chapeau l'artiste, est vraiment incroyable.
Pour conclure, quelques mentions honorables, comme les dernières fois. Évidemment, les autres courses qu'a gagné Pogačar, que j'ai pas mentionné explicitement dans le top 10. J'ai pas mentionné effectivement l'étape d'Otakam, qui va un peu parachever sa victoire sur le Tour de France. J'ai pas mis le Tour de Lombardie explicitement dans le top, même si c'est une super victoire. Les championnats d'Europe en Ardèche, super, avec Paul Sexas, la 3ème, c'était vraiment chouette aussi. Mais voilà, j'ai pas voulu mettre que du Slovène dans le top 10, sinon ça aurait été redondant, vous m'avez compris. J'ai également pensé très fort. Vous allez me dire peut-être que pour vous, ces mentions-là sont peut-être plus intéressantes que Egan Bernal, par exemple, ou que les doubles vainqueurs d'étape sur le Tour, je veux bien l'entendre. J'ai pensé à Puck Peters sur la Flèche Wallonne, qui sortait un petit peu de nulle part, enfin entre guillemets, avec son style un peu faux-folle, là, du VTT, les cheveux roux, en bataille, etc. Donc là aussi, super moment, Puck Peters, moi j'adore, hein, vraiment super coureuse. Et c'est quand même une très belle victoire qu'elle a signée sur la Flèche Wallonne. On peut penser aussi à l'édition de Milan-San Remo, qui a tapé à la porte du top 10. Clairement, un beau scénario de course aussi, un peu répété. Donc bon, voilà. Je pense qu'on peut envisager de le mettre dans le top 10. En tout cas, je trouve pas ça scandaleux non plus. En tout cas, je l'ai pas fait rentrer dedans. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle un petit peu le classement. En 10e position, on avait nos doubles vainqueurs d'étape sur le Tour, Arensman et Maeva Skiban. En 9e place, on avait Egan Bernal. En 8e place, Kim Lecourt sur Liège-Bastogne-Liège. En 7e place, Skjelmose sur l'Amstel. En 6e place, Remco sur le doublé champion du monde, champion d'Europe du chrono. En 5e, Van Aert sur les Champs-Élysées. En 4e, Simon Yates qui retourne Del Toro sur la dernière étape du Giro. En 3e, le duel Pogačar-Van der Poel sur Paris-Roubaix. En 2e, les championnats du monde de Kigali, incroyable. Et en première position, Pauline Ferrand-Prévot qui remporte le Tour de France. Voilà pour mon top. Je ne vous demande qu'à partager votre réaction par rapport à ça, éventuellement à me partager le classement que vous feriez vous. Et dans la prochaine édition de Top Vélo, je vous le dis tout de suite, on abordera un top 10 historique des coureurs les plus fantasques, les plus foufous, les plus incompris, les rockstars du vélo, etc. Donc ça promet d'être un épisode haut en couleur et je vous attends nombreux et nombreuses pour l'écouter. Je vous remercie à tous pour votre attention et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Top Vélo.